Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Il est 13h. Bienvenue dans votre première édition d'information. Voici le sommaire. Le collectif des partis politiques pour l'alternance, CPA, propose la durée de la transition à 3 ans, composée de 16 partis politiques, dont 2 projets d'agrément. Un projet d'agrément, les membres l'ont fait savoir ce lundi, même s'ils fustigent la rebaptisation de l'aéroport de l'exclusion de certains partis politiques dans la composition du CNT. Autre actualité, c'est la cherté de loyer en Guinée. Chaque année, le loyer est considérablement augmenté, voire quasiment triplé. À prendre ou à laisser, la maison n'est pas la seule préoccupation des Guinéens. Les boutiques et magasins sont loués à des prix très chers. Un véritable casse-tête pour bon nombre de citoyens qui vivent du jour au jour. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir à tous. En bref, pour commencer avec ce courrier adressé à tous les occupants de la cité ministérielle à Donka, commune de Dixine, s'inscrivant dans le cadre de la mise à jour du recensement des immeubles bâtis de l'État, les occupants sont invités à se présenter à l'état-major général des armées munis de tous les documents relatifs au terrain bâti qu'ils occupent. Selon certaines indiscrétions, le domaine de la cité ministérielle appartient à l'État. Depuis le contentieux franco-guinéen, nous y reviendrons. Le CNRD a 3 ans pour organiser les élections générales. C'est du moins la proposition du chronogramme que le collectif des partis de l'alternance a fait au CNRD lors d'une conférence de presse lundi à Conakry. Le collectif a par ailleurs dénoncé ce qu'il appelle le clientélisme et l'exclusion qui ont prévalu à la désignation des 15 membres de la classe politique pour le CNT et la rebaptisation de l'aéroport. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Ibrahima Sori Kamara étaient sur place. Voici leur reportage. Le collectif des partis politiques pour l'alternance s'est basé sur l'article 35 de la charte pour exhorter le CNRD à dévoiler sa structure et sa composition. Il estime que la Constitution, le Code électoral et l'organisation des élections devraient être le leitmotiv des nouvelles autorités. La transition dans notre pays doit s'accentuer sur la Constitution, le Code électoral, l'organisation du référendum et des élections générales, le recensement biométrique général de la population, le fichier électoral, la mise en place d'un organe de dialogue permanent, la réconciliation nationale et la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. Pour une transition réussie, ces hommes proposent un chronogramme allant jusqu'en septembre 2024. En ce qui concerne le chronogramme, nous pensons pour une durée de 3 ans, avec un programme bien défini, la Guinée pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire. Le collectif des partis pour l'alternance a salué la création de la CRIEF et la nomination des membres du CNT, même s'il fustige d'autres actes dans cette procédure et la rebaptisation de l'aéroport international. Communauté nationale et internationale, que les actes d'exclusion, de discrimination, d'injustice ne seront plus tolérés en République de Guinée par l'écrasante majorité des Guinéens. Des griefs jugés inopportuns pour certains. Néanmoins, le CEPA exhorte le CNRD à respecter et à faire respecter la charte. L'exclusion d'un acte notarié oppose le ministre Mori Kondé à l'entrepreneur Souleymane Ba sur une affaire de 2 milliards de francs guinéens. Ce dernier a contracté ce montant en 2016 des mains de l'argent de développement communautaire devenu ministre, selon les documents présentés par l'huissier de justice. Les calculs font état de plus de 13 milliards de francs guinéens. Conséquence, les biens du contractant sont saisis, dont son usine de fabrique de brouettes à Koza. Mamoudou Boulera Gallo, Ibrahima Sori Souma. L'entrepreneur Souleymane Ba n'a plus le contrôle de son usine de fabrique de brouettes. En cause,
un montant de 2 milliards de francs guinéens qu'il a contracté avec l'actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, en 2016 pour faire des travaux d'extension de son usine. Le retard dans le paiement a engendré des frais que le débutant dénonce. Il parle de falsification de preuves. Son notaire a dit qu'il a falsifié le document et que je ne le dois rien. Maître Fana, François Bangoura, qui a écrit à la présidente du tribunal de première instance de Dixine pour la demander d'annuler l'acte, il est faux. Pourtant, l'huissier de justice soutient le contraire et taxe Souleymane Ba de mauvaise foi ayant refusé de payer l'argent durant 5 ans. À lui de tirer toutes les conséquences, déclare-t-il. Le concerné dénonce un coup de force. Les avocats de M. Mori Kondé ont saisi notre cabinet afin d'exécuter cet acte notarié. On est venu en premier temps, on a pratiqué la saisie en 2021. Quand on a pratiqué la saisie, lui-même il nous a montré ses biens. Et l'usine là fait partie de ses biens. Non, ils sont rentrés dans l'usine. Ce jour, moi personnellement, je n'étais pas là. Ils ont demandé des noms pour vous dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi le délibéré du jugement, c'est aujourd'hui lundi, pourquoi ils n'ont pas attendu que la justice finisse de statuer avant de venir démanteler l'usine? D'après les calculs avec l'application des intérêts moratoires légaux, Souleymane Ba doit maintenant 13 milliards 950 millions 307 800 francs guinéens à Mori Kondé, un montant qu'il ne reconnaît pas. À date, on a saisi au fait l'usine et ses accessoires. Conformément à l'acte de saisie-vente, il y a des camions qu'on avait saisis. Au fait, ça c'est sous-saisi, comment dirais-je, dans nos mains. Le bâtiment et les équipements saisis font plus de 50 milliards. On peut commettre des experts aujourd'hui pour venir constater. L'affaire se trouve pendante devant la Cour suprême et celle-ci devrait statuer là-dessus le mercredi 16 février 2022. Des personnes, dont le fils de Souleymane Ba, ont été interpellées. Commissaire Fabou et Oumar alias Fonike Mengue étaient face à face encore ce lundi à la cour d'appel de Conakry. L'actuel coordinateur du FNDC accuse l'ex-directeur général de la police judiciaire d'arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse, menaces, violences et injures. Malik Sengana Kamara et Mohamed Kapelosila ont assisté à l'audience. Regardez. Fabou Kamara à la barre, le juge lui pose la question. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? La réponse est non. Fonike Mengue n'a jamais été victime de mauvais traitements pendant son séjour dans nos locaux. Il était dans le bureau du commandant de peloton où moi-même je partais me rassurer de son état, a expliqué commissaire Fabou. Ce que nous ne comprenons pas derrière ce dossier, c'est que M. alias Fonike Mengue lui-même reconnaît avoir été présenté au procureur. Et il soutient que le procureur aurait dit que tous les actes posés par la PJ, la police judiciaire, était nul. Mais par la suite, il s'est retrouvé à la maison centrale. Il ne poursuit pas monsieur le procureur, mais poursuit l'OPJ. Pourquoi Fonike a-t-il été mis aux arrêts? Renchérit le juge. Le nommé Fonike a posé des actes qui portent atteinte à l'ordre public et révolte contre les agents des forces de l'ordre. Rappelle Fabou Kamara pour se défendre. Évoquant les conditions d'arrestation de son client, Maître Salifou Béabogui s'est adressé à l'accusé en l'interrogeant si les agents étaient munis d'une convocation ou d'un mandat. Que toutes ces irrégularités étaient portées systématiquement et par écrit à la connaissance de M. le procureur de la République, mais qui ne réagissait pas. Nous avons tous ces courriers. Je crois que d'autres seront produits le moment venu dans ce dossier. Chaque fois qu'un citoyen a été arbitrairement arrêté, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit, nous avons dénoncé, mais il n'a jamais agi. Fonike Mengue dit avoir été kidnappé accompagné de violences physiques et verbales. Par la suite, embarqué mani militari dans un pick-up direction Villa 26 avant d'être reconduit à la DPJ pour audition. Pour Oumar Silla, son seul péché était d'être opposé au 3e mandat du professeur Alpha Condé. L'audience a été renvoyée au 28 février prochain pour la suite des débats.
Placés en détention provisoire depuis 2019, des militaires et civils poursuivis pour des faits de vol aggravé, révolte, désertion et rébellion devant le tribunal militaire permanent de Conakry attendent toujours d'être jugés. Un constat très amer qui provoque l'iré du collectif des avocats en charge de leur défense. Maître Salif Béavogui demande la reprise des audiences. C'est un propos recueilli par Mohamed Valek Touré et Kapelo Silla. Depuis 3 ans, 2 ans, nous avons nos clients qui sont privés de leur liberté, qui sont dans les prisons de la République de Guinée. Mais, bon sang de bon Dieu, tout citoyen en conflit avec la loi a droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable. On ne peut pas continuer à garder des civils et des militaires en prison contre lesquels il y a des charges pour lesquels les dossiers sont déjà clos, l'information judiciaire est déjà terminée, les dossiers sont devant les juridictions de jugement et qu'ils ne soient pas jugés. Nous avons écrit une 20aine de courriers, il n'y a jamais eu de suite. Nous avons demandé, nous avons sollicité, nous avons écrit même au nouveau procureur du tribunal militaire pour que nos clients soient jugés ou libérés. On ne peut pas continuer à les garder indéfiniment en prison. Toujours pas de loi en faveur des loyers en Guinée et le pays fait face à une crise sans précédent. De nos jours, les frais de location des maisons, immeubles et magasins sont considérablement augmentés au grand désarroi des citoyens. Des augmentations fantaisistes faites par des bailleurs selon certains témoignages. Ce lundi, notre équipe de reportage s'est intéressée à ce sujet. En Guinée, il est toujours difficile d'avoir un logement qui correspond à ton salaire ou revenu. Des agents immobiliers d'une autre catégorie appelés les démarcheurs ont sale réputation. Les citoyens les accusent d'aider les concessionnaires à fixer leurs prix selon leurs humeurs. Cela se caractérise par de grandes avances demandées aux locataires. Ce concessionnaire dit ne pas être de ce lot. Moi, mes locataires, quand tu viens chez moi, vous payez les cautions de 3 mois. Le caution de 3 mois, le mois que tu vas rentrer, tu commences à payer. Et puis, moi, mes loyers sont raisonnables. Et là où on paye 400 000 chez moi, les autres côtés, ils payent là-bas 1 million. Ce jeune rencontré dans son magasin à Matam est confronté à cette triste réalité comme tout autre Guinéen. Il nous explique son scénario avec son bailleur. Il nous a envoyé une convocation d'augmentation de magasin. Et puis en plus, à l'espace de 4 mois, ils disent maintenant qu'ils veulent augmenter le magasin à 1,5 million. Ils disent qu'ils peuvent nous laisser jusqu'à 1,3 million. Donc sans ça, qu'ils ne peuvent rien. Donc ils nous préviennent déjà d'ici 2023 qu'ils vont augmenter les magasins à 2 millions. Les frais des loyers varient en fonction de l'emplacement et des quartiers dans lesquels se trouvent les maisons, sans aucun regard des autorités. La commune de Ratoma en est une parfaite illustration. Vivre dans certains quartiers de la dite commune, il faut avoir les poches pleines. Pour Mamadou Insissé, le coût élevé des terrains et des matériaux de construction sont certaines raisons de la cherté des loyers. Ce faible taux d'investissement dans l'immobilier de la part de l'État est un facteur très important. Si l'État n'est pas en mesure de loger les militaires, les corps habillés, les fonctionnaires, tout le monde se retrouve à chercher le loyer, ça devient cher. Avec une population de 13,63 millions d'habitants, 55,2% vivent sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Et jusque-là, il n'existe aucune loi qui réglemente ce secteur dans le pays. Il est alors temps pour le Conseil national de la transition d'y penser. Le président de la diaspora malienne dit soutenir la transition conduite par le colonel Assimi Goïta au Mali. Pour Mohamed Chérif Haïdara, le pays a plus que jamais besoin de placer les bases d'une véritable démocratie et faire face aux problèmes d'insécurité au nord. Quant aux sanctions économiques de la CEDEAO, Mohamed Chérif Haïdara parle de l'arbitraire. Il a été interviewé par Ali Badara Kamara et Amara Alexila. Suivez. Alors que le Mali vit sous les sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA pour le non-respect du calendrier proposé par celle-ci, la diaspora malienne vivant en Guinée trouve mieux que l'organisation des élections au Mali. Finir avec la crise qui sévit au nord du pays depuis une décennie et mettre des institutions fortes en place pour une véritable démocratie
sont entre autres des lignes prioritaires de la diaspora malienne. Aujourd'hui, les gens dans des régions comme la région de Mopti, la région de Koulikoro, ils viennent rendre leurs armes. Donc c'est de laisser ces militaires nous sécuriser avant de nous parler des élections. Pour Mohamed Cherif Aïdara, les sanctions visent uniquement à affaiblir l'économie malienne pour une autre crise couplée à celle politico-militaire. Il n'est nulle part prévu de fermer les frontières aériennes et terrestres. Il n'est nulle part prévu de geler les avoirs d'un pays membre. Et il n'est nulle part prévu de sanctions économiques. Donc comment se fait-il que les chefs d'État de la CEDEAO, sachant bien que cela n'existe pas dans les textes, puissent l'appliquer? Donc nous dirons que c'est arbitraire. Depuis la prise des sanctions contre le gouvernement de transition au Mali, la Guinée est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a maintenu ses frontières ouvertes avec le Mali. Un acte salué par la diaspora malienne qui ambitionne la création d'une fédération entre ces deux pays. 3 millions de Sénégalais vivent des ports de Sénégal. C'est grâce aux importations maliennes. Donc on veut importer à partir d'ici, agrandir le port de Conakry et faire la route jusqu'à Cancan et reprendre les rails. Par ailleurs, la diaspora malienne salue la présence des mercenaires russes au nord du Mali et estime que les 90% du territoire occupé par des rebelles seront retournés au peuple malien d'ici la fin du mois de mars. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée a rencontré ce lundi les responsables du FNDC. Objectif, recueillir les préoccupations du dit mouvement devenu la sentinelle de la démocratie en Guinée afin de savoir soutenir et aider la Guinée dans cette transition. Mamadou Saliouba, Aliouba. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au siège du FNDC, accompagné d'une analyste au ministère des Affaires étrangères britannique, David McElroy, est venu écouter les responsables du mouvement devenu le gardien de la démocratie en Guinée. C'est important pour nous de parler avec les différents acteurs politiques dans le pays, de bien comprendre leurs soucis, leur position, et ça peut nous bien informer de comment nous pouvons aider le pays vers la démocratie. Dans la vie politique guinéenne, le FNDC est presque incontournable. C'est encore le seul mouvement capable de demander un calendrier électoral au CNRD ou de contester un délai jugé inapproprié. Alors autant discuter pour une bonne transition suivie d'élections libres et transparentes. C'est notre position de voir les élections transparentes, crédibles, sans beaucoup de retard, mais il faut reconnaître certaines étapes qui sont nécessaires avant les élections et les discussions comme aujourd'hui sont très utiles pour ça. La rencontre n'a pas connu assez de protocole et n'a duré qu'1 heure de temps, mais suffisant pour que le FNDC, sans son nouveau coordinateur, puisse dévoiler aux diplomates ses plus grandes préoccupations, notamment la durée de la transition encore inconnue et le manque d'un cadre de concertation entre le CNRD et les forces vives. La transition est une période d'exception et dans une période d'exception, la base de la gouvernance doit être le consensus ou le dialogue. Donc c'est pourquoi nous avons insisté là-dessus et nous pensons qu'il y a d'autres impairs également que nous avons communiqués aux officiels britanniques. Je crois qu'ils ont pris bonne note parce que c'est notre rôle de plaidoyer également pour la réussite de la transition. Le diplomate britannique à l'écoute, il projette de rencontrer certains acteurs afin de relever toutes les préoccupations et proposer des solutions pour une bonne transition. L'école primaire Kwame Nkrumah, créée en 1981, est située dans le quartier Koloma. Cet établissement public présente tout ce qu'on peut imaginer de paradoxe, des bâtiments bien construits et qui imposent le respect. Mais curieusement, certains élèves sont assis avec le sol et la direction est en plein air. Les causes et conséquences de cette situation, c'est avec Mamadou Sadio Baldé. Quand je vois l'école dans cet état-là, qui porte le nom d'un panafricaniste comme Kwame Nkrumah,
l'école devrait être la référence aujourd'hui. Des bâtiments imposants, c'est bien clair, mais les conditions de travail sont tout simplement surprenantes. Les élèves sont entassés à 4, parfois 5 par table banc. Certains sont assis à même le sol, ce qui rend la tâche difficile à l'enseignante. Il y a des travaux en groupe, il y a des travaux individuels. Maintenant, si les bancs sont insuffisants, ils n'ont même pas où s'asseoir pour écrire. Le travail ne sera pas facile pour nous. C'est difficile pour nous les enseignants et c'est difficile pour les élèves aussi. Avec ces conditions de travail, explique Mariama Kesso Diallo, le contrôle pendant les évaluations est quasi impossible. Dans les conditions normales, avec les évaluations, les élèves doivent s'asseoir au moins 2 par table. Mais ici, on ne peut pas. Ils sont assis 3, 4, voire même 5 sur la table. D'autres sont assis par terre. Donc ceux qui sont assis par terre, là, difficilement, ils arrivent à écrire. Donc le contrôle n'est pas facile. Les élèves à même le sol et un encadrement sans direction, la faute à un groupe de manifestants qui s'en est pris à l'établissement lors des dernières élections législatives de 2020. Au dire du directeur adjoint, le contenu de la direction a été saccagé, les archives brûlées, le reste emporté. Le bureau là était équipé, c'est la direction de l'école, mais par faute de mobilier, nous sommes à la terrasse là-bas. Depuis qu'on a vandalisé ici, on n'a pas pu meubler notre direction. C'est pourquoi nous sommes là-bas, à l'air libre. La clôture avait subi la colère des manifestants. La directrice interpelle le gouvernement. Nous attirons l'attention du gouvernement de venir à notre secours, de nous aider à avoir les tables bancs et, n'est-ce pas, de mettre la clôture pour sécuriser les élèves, les enseignants. Les riverains traversent la cour. Certains voisins attendent le départ des encadreurs pour venir y jeter des ordures. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Il a été réalisé par Fatoumata Bintabari. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Tout de suite, le journal de langue avec Akela Fassila. Au revoir.